L'officier étranger. Nous faisons notre exercice d'immobilité dans le jardin. Il fait chaud. Nous sommes couchés sur le dos à l'ombre du noyer. À travers les feuilles, nous voyons le ciel, les nuages. Les feuilles de l'arbre sont immobiles. Les nuages semblent être aussi, mais si on les regarde longuement, attentivement, on remarque qu'ils se déforment et s'étirent. Grand-mère sort de la maison. En passant à côté de nous, d'un coup de pied, elle envoie du sable et du gravier sur notre visage et sur notre corps. Elle marmonne quelque chose et s'en va dans la vigne pour faire la sieste. L'officier est assis, torse nu, les yeux fermés sur le banc devant sa chambre, la tête appuyée contre le mur blanc en plein soleil. Soudain, il vient vers nous. Il nous parle, mais nous ne répondons pas. Nous ne le regardons pas. Il retourne sur son banc. Plus tard, l'ordonnance nous dit: Monsieur l'officier demande vous venir parler avec lui. Nous ne répondons pas. Il dit encore: Vous lever et venir. Officier fâché si vous pas obéir. Nous ne bougeons pas. L'officier dit quelque chose et l'ordonnance entre dans la chambre. On l'entend chanter en faisant le ménage. Quand le soleil touche le toit de la maison à côté de la cheminée, nous nous levons. Nous allons vers l'officier, nous nous arrêtons devant lui. Il appelle l'ordonnance. Nous demandons: Que veut-il? L'officier pose des questions, l'ordonnance traduit. Monsieur l'officier demandait pourquoi vous bougiez pas parler. Nous répondons: Nous faisions notre exercice d'immobilité. L'ordonnance traduit encore: Monsieur l'officier dire vous faire beaucoup d'exercices. Aussi autre sorte, il a vu vous taper l'un l'autre avec ceinture. C'était notre exercice d'endurcissement. Monsieur l'officier demandait pourquoi vous faire tout ça. Pour nous habituer à la douleur. Il demandait vous plaisir à avoir mal? Non, nous voulons seulement vaincre la douleur, la chaleur, le froid, la faim, tout ce qui fait mal. Monsieur l'officier, admiration pour vous. Il trouvait vous extraordinaire. L'officier ajoute quelques mots. L'ordonnance nous dit: Bon, fini. Moi, obligé de partir maintenant. Vous aussi filez, allez à la pêche. Mais l'officier nous retient par le bras en souriant, fait signe à l'ordonnance de partir. L'ordonnance fait quelques pas, se retourne. Vous, partir, vite, allez promener dans la ville. L'officier le regarde et l'ordonnance s'éloigne jusqu'à la porte du jardin, d'où il nous crie encore: Foutre le camp, vous, pas rester, pas comprendre, imbécile. Il s'en va. L'officier nous sourit, nous fait entrer dans sa chambre. Il s'assied sur une chaise, il nous tire à lui, nous soulève, nous fait asseoir sur ses genoux. Nous mettons nos bras autour de son cou, nous nous serrons contre sa poitrine velue, il nous berce. En dessous de nous, entre les jambes de l'officier, nous sentons un mouvement chaud. Nous nous regardons, puis nous regardons l'officier dans les yeux. Il nous repousse doucement, il nous ébouriffe les cheveux. Il se met debout, il nous tend les deux cravaches et il se couche sur son lit à plat ventre. Il dit un seul mot que, sans connaître sa langue, nous comprenons. Nous frappons, une fois l'un, une fois l'autre. Le dos de l'officier se strie de raies rouges. Nous frappons de plus en plus fort. L'officier gémit et, sans changer de position, descend son pantalon et son caleçon jusqu'aux chevilles. Nous frappons ses fesses blanches, ses cuisses, ses jambes, son dos, son cou, ses épaules, de toutes nos forces et tout devient rouge. Le corps, les cheveux, les habits de l'officier, les draps, le tapis, nos mains, nos bras sont rouges. Le sang gicle même dans nos yeux, se mêle à notre transpiration et nous continuons de frapper jusqu'à ce que l'homme pousse un cri final, inhumain, et que nous tombions épuisés au pied de son lit. La langue étrangère. L'officier nous apporte un dictionnaire dans lequel on peut apprendre sa langue. Nous apprenons les mots, l'ordonnance corrige notre prononciation.
Quelques semaines plus tard, nous parlons couramment cette langue nouvelle. Nous ne cessons de faire des progrès. L'ordonnance n'est plus obligée de traduire. L'officier est très content de nous, il nous offre un harmonica. Il nous donne aussi une clé de sa chambre pour que nous puissions y entrer quand nous voulons. Nous y allions déjà avec notre clé, mais en cachette. Maintenant, nous n'avons plus besoin de nous cacher et nous pouvons y faire tout ce que nous plaît. Manger des biscuits et du chocolat, fumer des cigarettes. Nous allons souvent dans cette chambre, car tout y est propre et nous y sommes plus tranquilles qu'à la cuisine. C'est là que nous faisons nos devoirs le plus souvent. L'officier possède un gramophone et des disques. Couchés sur le lit, nous écoutons de la musique. Une fois, pour faire plaisir à l'officier, nous mettons l'hymne national de son pays. Mais il se fâche et brise le disque d'un coup de poing. Parfois, nous nous endormons sur le lit qui est très large. Un matin, l'ordonnance nous trouve là, il n'est pas content. Cette imprudence, vous plus faire bêtise comme ça. Quoi arriver une fois si l'officier rentrait le soir? Que pourrait-il arriver? Il y a assez de place pour lui aussi. L'ordonnance dit, vous très bête, une fois vous payez la bêtise. Si l'officier vous fait mal, moi je tuerai lui. Il ne nous fera pas de mal, ne vous en faites pas pour nous. Une nuit, l'officier rentre et nous trouve endormis sur son lit. La lumière de la lampe à pétrole nous réveille. Nous demandons, vous voulez que nous allions à la cuisine? L'officier nous caresse la tête et dit, restez, restez seulement. Il se déshabille et se couche entre nous deux. Il nous entoure de ses bras. Il nous chuchote dans l'oreille, dormez, je vous aime, dormez tranquillement. Nous nous rendormons. Plus tard, vers le matin, nous voulons nous lever, mais l'officier nous retient. Ne bougez pas, dormez encore. Nous avons besoin d'uriner, nous devons sortir. Ne sortez pas, faites-le ici. Nous demandons où? Il dit, sur moi, oui, n'ayez pas peur, pissez sur mon visage. Nous le faisons, puis nous sortons de le jardin car le lit est tout mouillé. Le soleil se lève déjà. Nous commençons nos travaux du matin. L'ami de l'officier. L'officier rentre parfois avec un ami, un autre officier, plus jeune. Ils passent la soirée ensemble et l'ami reste aussi pour dormir. Nous les avons observés plusieurs fois par le trou pratiqué dans le plafond. C'est un soir d'été, l'ordonnance prépare quelque chose sur le réchaud à l'alcool. Ils mettent une nappe sur la table et nous y disposons des fleurs. L'officier et son ami sont assis à la table, ils boivent. Plus tard, ils mangent. L'ordonnance mange près de la porte, assis sur un tabouret. Ensuite, ils boivent encore. Pendant ce temps, nous nous occupons de la musique. Nous changeons les disques, nous remontons le gramophone. L'ami de l'officier dit, « Ces gamins m'énervent, fous-les dehors. » L'officier demande, « Chaloux ?» L'ami répond, « De ceux-là, grotesques, de petites sauvages. Ils sont beaux, ne trouves-tu pas? Peut-être, je ne les ai pas regardés. Tiens, tu ne les as pas regardés. Alors, regarde-les. » L'ami devient rouge. « Que veux-tu à la fin? Ils m'énervent avec leur air sournois, comme s'ils nous écoutaient, nous épiaient. Mais ils nous écoutent, ils parlent parfaitement notre langue, ils comprennent tout. » L'ami devient pâle, il se lève. « C'en est trop, je m'en vais, » l'officier dit. « Ne fais pas l'imbécile. Sortez, les enfants. » Nous sortons de la chambre, nous montons dans le galetas, nous regardons et écoutons. L'ami de l'officier dit, « Tu m'as rendu ridicule devant ces gamins stupides. » L'officier dit, « Ce sont les deux enfants les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. » L'ami dit, « Tu dis ça pour me blesser, pour me faire mal. Tu fais tout pour me tourmenter, pour m'humilier. Un jour, je te tuerai. » L'officier jette son revolver sur la table. « Je ne demande que ça. Prends-le, tue-moi, vas-y. » L'ami prend le revolver et vise l'officier. « Je le ferai, tu verras, je le ferai. La prochaine fois que tu me parleras de lui, de l'autre, je te tuerai. »
L'officier ferme les yeux, sourit. Il était beau, jeune, fort, gracieux, délicat, cultivé, tendre, rêveur, courageux, insolent. Je l'aimais. Il est mort sur le front de l'Est. Il avait 19 ans. Je ne peux pas vivre sans lui. L'ami jette le revolver sur la table et dit: Salaud! L'officier ouvre les yeux et regarde son ami. Quel manque de courage, quel manque de caractère! L'ami dit: Tu n'as qu'à le faire toi-même. Si tu as tant de courage, si tu as tant de chagrin, si tu ne peux pas vivre sans lui, suis-le dans la mort. Tu voudrais encore que je t'aide? Je ne suis pas fou. Crève, crève tout seul. L'officier prend le revolver et l'appuie contre sa tempe. Nous descendons du galetas. L'ordonnance est assis devant la porte ouverte de la chambre. Nous lui demandons: Vous croyez qu'il va se tuer? L'ordonnance rit. Vous pas avoir peur, eux toujours faire ça quand trop boire. Moi décharger deux revolvers avant. Nous entrons dans la chambre, nous disons à l'officier: Nous vous tuons si vous le voulez vraiment. Donnez-nous votre revolver. L'ami dit: Petit saligaud. L'officier dit en souriant: Merci, vous êtes gentil. On jouait seulement. Allez dormir. Il se lève pour fermer la porte derrière nous. Il voit l'ordonnance. Vous êtes encore là? L'ordonnance dit: Je n'ai pas reçu la permission de partir. Allez-vous-en, je veux avoir la paix, compris? À travers la porte, nous l'entendons encore qui dit à son ami: Quelle leçon pour toi, espèce de chiffre-molle! Nous entendons aussi le bruit d'une bagarre, des coups, le fracas des chaises renversées, une chute, des cris, des halètements, puis c'est le silence.